Étienne, donc on est bien content de vous avoir aujourd'hui. Vous avez une bonne partie de votre journée qui va être niçoise et les environs, puisque vous êtes avec nous maintenant. Et à 20 h, on vous retrouve à Nice, au CUNY, au Café Citoyen de l'Arcadie, sur un débat concernant le tirage au sort des élus. Alors vous êtes né en 1956, très vite, on vous a connu en 2005, lors du traité pour la Constitution européenne, où vous avez favorisé, on va dire, le non. Et vous êtes ardent défenseur de ce fameux tirage au sort de nos élus. Pourquoi? Ça s'est fait progressivement, j'y ai pas pensé tout de suite. J'ai commencé par lire les institutions européennes qu'on nous proposait en 2004 et au vote en 2005. Et j'ai découvert des institutions qui ne nous protégeaient pas du tout. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ce texte était si peu protecteur et finalement on programmait notre impuissance politique. Et il m'a semblé à l'époque que ceux qui avaient écrit le texte n'auraient pas dû l'écrire. J'ai eu l'impression qu'en cherchant la cause de ce mauvais texte, on trouvait cette cause dans ses auteurs. C'est pas une bonne idée de laisser écrire une constitution par des ministres, par des présidents. Il me semblait à l'époque qu'il aurait fallu que ce soit une assemblée constituante, élue pour ça, pensais-je à l'époque, et inéligible, c'est-à-dire n'écrivant pas des règles pour elle-même, qui aurait dû écrire les institutions européennes. Vous êtes en train de dire là, par exemple, que vous pensez qu'on n'est pas en démocratie, donc aujourd'hui. Oui, alors absolument. Et bon, on s'en rendait compte. En fait, j'ai beaucoup travaillé depuis, et je crois que je suis en train de mettre à plat correctement un problème qui reste confus pour nous autres, citoyens, disons plutôt électeurs, c'est pas pareil du tout. Le problème reste confus parce que nous mélangeons tout. Nous acceptons d'appeler démocratie ce qui est objectivement son strict contraire. Alors, ça se démontre tranquillement, c'est pas de la polémique, c'est juste, il s'agit de faits. Et je l'ai découvert en découvrant la démocratie athénienne et le germe. Je ne prends pas du tout la démocratie athénienne comme un modèle, mais il y avait un germe qui était absolument précieux et que nous sommes fous, je crois, d'avoir laissé perdre. Et donc c'est lui que je défends, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Je le découvre en travaillant à Athènes et en travaillant en général. Une démocratie, c'est un régime dans lequel le démos a le kratos, c'est-à-dire que le peuple a le pouvoir, c'est-à-dire que les gens qui font société, les humains qui font société, les humains qui décident de vivre ensemble, exercent eux-mêmes le pouvoir, c'est-à-dire votent eux-mêmes les lois auxquelles ils consentent à se soumettre. On n'est pas obligé de vivre en démocratie, il y a d'autres régimes que la démocratie, mais le régime digne de ce nom, c'est un régime dans lequel les membres de la cité, qui s'appellent les citoyens, votent eux-mêmes leurs lois. Il se trouve que donc ils sont autonomes. Quand on écrit soi-même les normes auxquelles on se soumet, on dit qu'on est autonome. Et à l'inverse, quand on subit les lois écrites par quelqu'un d'autre, on est hétéronome. Et c'est exactement notre situation actuelle. Je ne sais pas quelle est la dernière fois où vous avez voté une loi, mais moi, je n'ai jamais voté une loi de ma vie. Donc ce sont d'autres personnes qui votent les lois auxquelles je me soumets. Je suis hétéronome. Je ne suis pas un citoyen, je suis un électeur, ce qui n'a rien à voir. Et ce n'est pas un régime qui s'est dégradé pour devenir ce qu'il est. C'est un régime qui est non démocratique depuis le début. Mon travail m'a permis de découvrir la genèse de notre régime, et pas seulement en France, hein, dans tous les régimes parlementaires à travers la planète, qu'on appelle fallacieusement, ou fautivement au moins, s'il n'y a pas d'intention maligne, qu'on appelle fallacieusement ou fautivement démocratie, dans tous ces régimes, dès l'origine, les fondateurs savaient très bien ce qu'était une démocratie, et ils savaient très bien qu'ils ne voulaient pas une démocratie. Sieyès en France, Madison aux États-Unis, étaient des notables très riches, des hommes d'affaires, des gens très riches, qui ne voulaient pas du tout que le peuple ait le pouvoir, qui voulaient un régime dans lequel eux allaient avoir le pouvoir, sous couvert de
des mensonges républicains qui consistent à dire que le peuple est souverain, mais il ne peut désigner que des maîtres qui décideront tout à sa place, que la République c'est la chose du peuple, mais alors qu'en fait c'est la chose des notables, hein, et depuis 200 ans finalement, depuis 200 ans que nous sommes dans ce régime, nous assistons au gouvernement des riches, par les riches, pour les riches, et c'est voulu comme ça dès l'origine. Il y a une citation de Sieyès que je pourrais ressortir, bon, je n'ai pas pensé à la préparer, donc je ne vais pas l'avoir sous les yeux tout de suite, mais une citation de Sieyès dont je me sers souvent en conférence, qui consiste à... où Sieyès explique son projet, et il dit expressément, la France n'est pas un pays démocratique, et elle ne saurait l'être, et donc les citoyens n'ont qu'une chose à faire, c'est désigner leurs électeurs, et puis c'est tout. Donc c'est pas un régime qui s'est dégradé, c'est un régime qui, dès l'origine, est basé sur l'élection. Qu'est-ce qu'on fait dans une élection? On choisit le meilleur. L'élection, on ne choisit pas le pire, on choisit le meilleur. Oui, le meilleur aristocratie. Tous les humains, il y a 200 ans, hein, tous les humains d'avant 1789 savaient que l'élection est par construction, par définition aristocratique. Et tous savaient, Montesquieu, Rousseau, Aristote, déjà, tout le monde savait que la seule procédure qui mérite le nom démocratique, c'est le tirage au sort. Rousseau expliquait ça, Montesquieu expliquait ça. La procédure démocratique, c'est le tirage au sort. Mais il se trouve que depuis 200 ans, c'est des élus, hein, Sieyès était un élu, Sieyès en France, Madison aux États-Unis, c'était des élus qui ont décidé que le bon régime, la bonne procédure, ça allait être l'élection. Bon, c'est pas surprenant que des élus choisissent l'élection, bon, d'accord, mais c'est pas pour ça que c'est l'intérêt général. Les peuples ont jamais décidé, après un débat raisonnable, complet, riche, n'ont jamais décidé eux-mêmes le mode de désignation de leurs représentants. On leur a toujours présenté l'élection comme la seule procédure qui vaille. Et vous pensez qu'il est possible, eu égard à tout ce que vous nous avez expliqué, d'inverser la tendance, que les citoyens puissent reprendre un peu ce pouvoir qui a été vicié au départ? Oui. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que l'humanité est dans une espèce d'enfance, l'enfance de la politique, et où la plus grande partie des humains n'ont pas encore pris conscience des possibilités, des enjeux, des organisations possibles politiques. Et que nous nous faisons balader par une poignée de personnes particulièrement privilégiées, qui elles ont très très bien compris ce qu'ils avaient à gagner à inverser le sens des mots, et à ce régime soi-disant démocratique qui, en fait, leur donne le pouvoir à tous les coups depuis 200 ans. Donc ces gens-là ont très bien compris ce qu'ils avaient à gagner à inverser le sens des mots. Pour l'instant, nous nous sommes toujours fait balader en acceptant d'appeler démocratie son strict contraire, d'appeler un électeur un citoyen, d'appeler le suffrage universel, de nommer suffrage universel, ce qui consiste simplement à désigner des maîtres, des maîtres qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans et contre lesquels on ne pourra rien, même s'ils nous trahissent au dernier degré. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte que nos élus sont capables, alors qu'ils n'en avaient rien dit pendant les campagnes électorales, de dégrader, de commencer à détruire le régime de nos retraites. Ouais. Et alors, on descend par millions dans la rue et rien n'y fait. Ils s'en fichent complètement qu'on descende dans la rue. Donc, même quand ils nous trahissent et que nous sommes révoltés, il n'y a rien pour résister. Donc, c'est pas du tout... D'où ma question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas une utopie, ce pouvoir au peuple? Non. Alors, oui, en dehors de l'utopie, on pourrait aussi peut-être vous demander, Étienne, ok, on voit les gens descendre dans la rue pour problème de retraite, mais peut-être qu'il y a une grande majorité de la population qui pense que, en restant un peu superficiel, que de toute manière, on doit passer par le fait de se serrer la ceinture, et qu'on ne comprend pas les gens qui sont dans la rue. Non. Ceux qui ont correctement réfléchi au problème des retraites savent très bien qu'il n'y a aucune nécessité à augmenter l'âge de la retraite. Les retraites ont été pensées par nos parents, nos grands-parents, par les gens qui sortaient de la guerre, et qui ont mis au point le programme du Conseil national de la résistance. Ils ont mis en place un régime insubmersible financièrement. Je peux vous l'expliquer en moins d'une minute. Vous allez voir, c'est très simple, et tout le reste, c'est des couillonnades. Ça ne tient pas debout.
Alors comment ça marche, le système de retraite par répartition? Il faut le savoir parce que il y a un enjeu majeur sur le financement de l'économie. Il y a une idée géniale à réutiliser dans d'autres secteurs sur le plan du financement de l'économie. Alors comment ça marche? Eh bien, nous autres citoyens décidons au sortir de la guerre que dans notre corps social, nous voulons assurer à nos anciens une dignité avec un revenu assuré, garanti à vie, qui s'appelle la retraite. Nous avons besoin de ça, on estime que c'est nécessaire. Comment on fait? On dit chaque année, on ne dit pas dans 20 ans, on ne sait pas combien on sera, mais on sait que l'année prochaine, on sait très bien combien on sera. On sait combien de personnes vont gagner un salaire, on sait combien ils vont gagner, on sait très bien combien il y aura de personnes âgées à qui il faudra verser des retraites. Il suffit de faire une division pour savoir exactement le taux des cotisations nécessaires pour financer les retraites dont on a besoin. Donc il suffit d'adapter chaque année le taux des cotisations à ce qui sera nécessaire, et c'est comme ça que ça marche depuis 40 ans. Il suffit d'adapter ce taux pour avoir un financement des retraites de l'année avec les salaires de l'année, sans avoir besoin d'emprunter sur l'avenir, sans avoir besoin, écoutez bien, de l'épargne préalable. Donc on n'a pas besoin de l'argent des riches, on n'a pas besoin d'emprunter, donc on n'a pas besoin de payer un taux d'intérêt. C'est un système qui est profondément non capitaliste. Je ne dis pas anticapitaliste, oui. C'est un système qui n'est non capitaliste, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de l'épargne préalable, qui n'a pas besoin d'emprunter, qui n'a pas besoin de payer un taux d'intérêt. C'est un système qui ne peut pas être en faillite, il n'y a pas besoin de faire des profits, il n'y a pas d'excédent, c'est un régime qui est toujours équilibré par construction. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que le système est en train de couler? Mais c'est qu'on lui a troué la coque. Il faut savoir que dans les années 90, le MEDEF a obtenu, c'est une félonie qu'il l'ait demandé déjà, mais qu'il l'ait obtenu. Il a obtenu le gel de l'augmentation des cotisations patronales. C'est-à-dire qu'il a obtenu qu'on ne puisse plus, précisément, adapter les cotisations. Mais là, voilà la cause de la faillite des retraites. Mais ce n'est pas du tout le mécanisme qui est en jeu. Le mécanisme, je vous le répète, il est fonctionnel, il montre une expérience qui réussit pendant des décennies sur des sommes considérables. 13% du PIB, ça représente 260 milliards par an. Donc c'est des sommes très importantes sur des engagements de long terme. Nous sommes tout à fait capables d'assumer ces charges-là. Sans qu'il y ait l'État. L'État n'était pas en jeu du tout. C'était entre nous, entre salariés et patrons. Nous étions capables, sans État, sans capital épargné, sans avoir besoin d'emprunt sur l'avenir, nous étions capables de financer nos retraites. Et les classes possédantes sont en train de se débarrasser, sont en train de couler cette idée géniale. Pourquoi? Pour prendre le marché, pour que les assurances puissent prendre ce marché juteux qui va leur permettre de faire des profits à nos dépens. Ils arriveront à toujours faire du profit si malgré tout, par exemple, l'ensemble de la population se casse la figure. Il y a un moment donné où peut-être eux ils vont se dire aussi, là il faudra peut-être qu'on diminue, non? Sur quoi ils vont marcher si on est tous à plat? C'est autre chose. Ça. Vous disiez tout à l'heure, sur la retraite, on aurait dû, de toute façon, on aurait bien été obligé de faire des sacrifices. Oui. Je prétends absolument le contraire. Tout était fait pour que ça fonctionne. On nous a rebattu les oreilles de sornettes pendant le soi-disant débat qui a eu lieu sur les retraites. Le vrai débat n'a pas eu lieu. Vous devriez écouter Bernard Friot, FRIOT. Je vous conseille de chercher les conférences de cet homme-là sur les retraites. Ce gars-là... Bernard Friot, FRIOT. Ce gars-là fait un travail absolument... il faut précieux et le bon mot, c'est un travail plus qu'utile pour l'organisation du bien commun. Et ce que nous dit Friot, il vient de sortir un deuxième bouquin. Son premier bouquin, c'était L'enjeu des retraites. Et là, il vient de sortir un nouveau bouquin qui s'appelle L'enjeu des salaires, où Friot nous explique, mais puisque ça marche si bien, les retraites par répartition, donc le système de la cotisation pour financer, puisque ça marche si bien, pourquoi est-ce qu'on ne finance pas l'investissement sur le même mécanisme? Nous serions capables, nous avons besoin d'investissement. Or, le système capitaliste sous-investit de façon dramatique. Vous savez que le niveau de l'investissement dans le pays, et on n'est pas les seuls, est complètement est très inquiétant. Si nous avions un système de financement de nos investissements par cotisation, avec des caisses de financement, suggère Friot, les patrons auraient bien plus de ressources pour financer leur investissement qu'avec le régime actuel. Et en plus, comme je vous disais, un régime de financement par cotisation, comme c'est acapitaliste, il n'y a pas besoin de payer l'intérêt.
Et c'est très important, ça fait une grosse différence dans le coût pour la société. Ne sont-elles pas reprises par certains partis politiques? Ah, j'en sais rien, vous me demandez quelque chose qui dépasse ma compétence. Ceux qui sont contre, justement, cette histoire de retraite à 60 ans. Là, je ne peux pas vous répondre, il faut que vous leur posiez la question. À mon avis, les hommes de parti, souvent, ne lisent pas assez. Hein. Ils sont dans leur combat quotidien. Même les syndicats, c'est pour ça que ils ont peut-être leur intérêt aussi. Mais les partis de gauche, normalement, les gens comme Mélenchon devraient défendre cette idée-là. Voilà, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, mais je pense que c'est pas par mauvaise intention. Je pense que c'est... J'imagine la vie de Mélenchon, il doit être débordé, quoi, hein, juste débordé. Bon, et puis là, il ne connaît pas Friot. Bon, mais ça viendra peut-être, mais je ne sais plus où est-ce qu'on avait ouvert la parenthèse à propos des retraites. Je ne sais plus où on avait parlé des retraites, il faut reprendre le fil. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que très peu de gens dans la rue pour cette question? Est-ce que le citoyen n'a pas une grande responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre quotidien? Et est-ce qu'il encore faut-il qu'il soit au courant de tout ça? Parce que s'il n'est pas au courant, il ne peut pas descendre dans la rue. Mais est-ce que ce n'est pas une de ses responsabilités aussi de pouvoir... Oui, enfin, la méconnaissance, ça fait aussi le fait que les gens ne bougent pas, hein, parfois. Et puis le fait qu'on soit dans ce système-là depuis des décennies. Voilà, l'habitude d'être dans ce système et de pas forcément volontairement... Et avoir l'impression d'exister politiquement parce qu'on vote. Tout simplement, on pense qu'on a un droit. Alors je crois que c'est vous qui disiez, celui qui voit un problème et qui ne fait rien fait partie du problème. Absolument, c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, enfin vous l'avez cité dans une conférence. Pensez donc ça parce que le vote citoyen, le tirage au sort, est-ce que vous ne pensez pas que ça enlève... Bon, c'est un petit panel qui pourra tirer au sort, qui pourra être tiré au sort. Mais alors les autres vont pas être frustrés de ne pas pouvoir participer. Alors comment ça se passerait ce tirage au sort? On est parti du tirage au sort alors que le tirage au sort devrait venir à la fin comme la bonne idée qui règle les problèmes parce qu'elle tombe au bon moment. Il vaut mieux... Laissez-moi vous présenter comment je suis arrivé à cette idée-là. D'abord, j'ai découvert qu'à Athènes, pendant 200 ans, les Athéniens ont tiré au sort tous les matins leurs représentants. J'ai découvert en lisant des livres. Donc là, je suis un chercheur, je suis devenu un chercheur. Je lis énormément, j'essaye de comprendre ce que nos parents ont fait pour se protéger des abus de pouvoir, parce que les abus de pouvoir sont une vieille affaire. Hein. Ça fait des milliers d'années que les humains ont affaire au pouvoir, à la corruption du pouvoir, aux abus de pouvoir. Ça fait des milliers d'années que nos parents, qui n'étaient pas plus bêtes que nous, je peux vous dire, ils étaient même souvent vraiment géniaux. Ça fait des milliers d'années que nos parents ont réfléchi à des moyens de résister aux abus de pouvoir, et je cherche dans cette mine géniale, dans les livres, je cherche les bonnes idées dont nous aurions besoin aujourd'hui. Et quand j'ai découvert Athènes, j'ai découvert un peuple qui, pendant 200 ans, tirait au sort tous les matins, ils se réunissaient à l'Assemblée, donc ils étaient 6 000 à l'Assemblée, alors que leur peuple faisait 30 000 personnes, 40 000, suivant un peu plus, un peu moins. Il n'y avait pas de recensement, donc on n'a pas de chiffre précis, mais c'était variable suivant les périodes. Donc 200 ans, c'est long, hein, une population, ça varie sur une période pareille. Et donc pendant 200 ans, ces gens-là ont tiré tous les jours au sort leurs représentants. Pourquoi faisaient-ils ça? Je ne peux pas détailler, je n'ai pas le temps, mais il faut que je vous dise l'essentiel. Enfin bon, toujours est-il que pendant 200 ans, les Athéniens avaient peur, comme vous, du tirage au sort, et ils s'en sont servis pourtant avec succès pendant 200 ans. C'est bien la preuve que ça a marché. Ça devrait vous inciter à travailler un peu la question pour vous apercevoir que finalement, c'est peut-être pas une aussi mauvaise idée que ce que ça paraît. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris, nous, à l'école, que ça même existait. Donc on est très surpris. Moi, je me souviens quand j'ai lu les premières pages sur la démocratie, je dis, mais tirage au sort, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, hein? Et en fait, c'est en réfléchissant qu'on s'aperçoit que c'est... Mais qu'ils avaient raison, ils avaient tout à fait raison. Je vous expliquerai tout à l'heure. Oui. Il y a peut-être une différence de vertu aussi entre les non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Ils savaient très bien qu'il y avait des affreux parmi eux, et justement... C'est parce qu'ils savaient qu'il y avait des affreux parmi eux, ou des imbéciles, qu'ils s'en méfiaient, et que le tirage au sort était accompagné de dizaines de contrôles sourcilleux qu'il faut connaître, justement. Le tirage au sort ne marche pas tout seul, le tirage au sort fonctionne avec des contrôles associés. Et puis c'est pas tout, c'est pas les tirés au sort qui votaient les lois. C'est ça le malentendu qu'il faut comprendre. C'est pas du tout, il ne s'agit pas de transposer le système actuel en remplaçant l'élection par tirage au sort. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est un régime dans lequel vous et moi, nous voterions nous-mêmes nos lois. Pour que ce soit possible, il faut que nous ayons des représentants qui restent nos serviteurs, qui ne deviennent pas nos maîtres. Pour obtenir ce résultat, on les tire au sort au lieu de les élire, et on fait tourner les charges rapidement. Et comme les charges tournent,
on a affaire à des amateurs politiques qui peuvent ne pas devenir nos maîtres et rester nos serviteurs. C'est ça la bonne idée des cours. Donc de toute façon, il faut que je le dise pendant que j'ai du temps. Vous vous débarrasserez pas, enfin non, c'est pas que vous débarrasserez pas, vous ne comprendrez pas correctement le sujet en 10 minutes, un quart d'heure, même. Ça, c'est sûr. Il va falloir bosser un petit peu, mais je vous certifie, c'est satisfait ou remboursé, je vous certifie d'abord, que c'est très intéressant, que ça concerne vos problèmes concrets actuels, c'est-à-dire que nous avons besoin de la vraie démocratie pour nous sortir des pattes des banquiers. Nous avons besoin de la démocratie pour nous sortir des pattes des banquiers, et il n'y a pas de démocratie possible sans tirage au sort. C'est-à-dire que l'élection, c'est le contraire, c'est le poison mortel de la démocratie. C'est fait pour ça au départ, ça a très bien marché, et il faut que nous remettions les mots à l'endroit. Il faut que nous rendions leur sens réel, performant aux mots. Demos Kratos, le peuple, pouvoir. Mais oui, il faut arrêter de croire les boniments des élus. Alors c'est normal que les élus veulent nous faire croire que nous sommes incompétents. Évidemment, c'est leur fromage. Donc c'est normal que, à leurs yeux, nous soyons incompétents. Mais vous voyez bien que vous n'êtes pas incompétents et que la plupart de vos amis sont pas du tout incompétents. Qu'est-ce qui fait la compétence d'un homme ? C'est pas une science qui serait infuse. C'est le travail qui rend compétent. Quand vous avez une assemblée tirée au sort, une assemblée de gens qui, au départ, sont incompétents, ils se mettent à travailler et leur travail les rend compétents. Les députés, c'est pareil d'ailleurs. Un député qui vient d'être élu, il n'est pas compétent sur tous les sujets sur lesquels il aura voté. Ouais. Et il va devenir compétent en bossant. Les tirés au sort, c'est exactement pareil. Et qui on soumet à ce tirage au sort? Alors, le tirage au sort... C'est une question qu'on peut se poser. Il a dit que c'était du volontariat. Oui, alors à Athènes... comment on peut apprécier la personne qui est volontaire, qu'elle soit extrêmement vertueuse? Les personnes sont pas... Les Athéniens ne comptaient pas sur la vertu des gens. Les Athéniens comptaient sur des institutions qui poussaient à la vertu. C'est très important. C'est toute la différence entre l'élection présuppose que certains d'entre nous sont plus vertueux que d'autres et que nous allons en plus être capables de les désigner. 200 ans d'expérience nous montrent que ça ne fonctionne pas. L'élection ne tient pas ses promesses. Mais surtout, c'est idéaliste, c'est irréaliste d'imaginer que les gens vertueux exerçant le pouvoir vont rester vertueux. Des millénaires d'histoire nous expliquent, nous montrent, mais nous montrent comme le nez au milieu de la figure que le pouvoir corrompt. Les gens vertueux au départ, exerçant le pouvoir, deviennent moins vertueux. Alors donc c'est très important que ça tourne. Non, ce que la démocratie athénienne assumait, comprenait et assumait, c'est que nous ne sommes justement pas vertueux. Nous sommes de temps en temps vertueux, de temps en temps pas, et que de bonnes institutions nous poussent à le devenir. C'est-à-dire que des sanctions vont nous empêcher de sortir des sentiers de la vertu, et de bonnes récompenses vont nous conduire à suivre les sentiers de la vertu. Mais on ne postule pas qu'une partie des citoyens sont vertueux et que les autres ne le sont pas. Pas du tout. Les Athéniens... Le tirage au sort permettrait de protéger un peu le citoyen quelque part. Mais complètement, parce qu'il faut comprendre que le tirage au sort, il ne sert pas à donner le pouvoir. C'est ça le malentendu. Quand on débarque dans le sujet, et c'est un malentendu qu'on peut comprendre, c'est pas grave. Ouais. Simplement, il faut savoir que c'est un malentendu, il ne faut pas juger trop vite cette idée avant d'avoir fait un peu le tour. Et quand vous aurez fait le tour, vous allez comprendre que si les Athéniens l'ont pratiqué pendant 200 ans, ils étaient loin d'être bêtes, ils faisaient beaucoup plus de politique que nous. Donc, s'ils l'ont pratiqué pendant 200 ans, c'est que ça a très bien fonctionné, ça a donné toute satisfaction. Alors, il y avait des problèmes en démocratie, mais il y avait, globalement, ils étaient tout à fait contents du système. Donc, prenant acte de ce fait, des gens ont tiré au sort pendant 200, des gens très aguerris en politique, ont tiré au sort pendant 200 ans, et ça a fonctionné, ça fait une société prospère, politiquement stable, pas du tout le chaos. Juste avec ce fait-là, ça devrait vous donner l'énergie, la force, le courage de travailler pour aller étudier un petit peu. Vous allez voir que très vite, vous allez comprendre la logique d'une démocratie qui n'a rien à voir avec le nôtre, qui est essentiellement protectrice. Oui, c'est une question. Pourquoi cette forme de démocratie a-t-elle été abandonnée? Ils ont perdu une guerre. Philippe de Macédoine leur a mis la pâtée, ils ont perdu, donc ça c'est contingent, c'est non nécessaire, c'est accidentel. Ils ont perdu une guerre, or il se trouve que depuis 200 ans, les philosophes, donc Platon, Aristote, toute la bande des philosophes,
90% des philosophes étaient hostiles à la démocratie. Comme si, d'ailleurs, ils étaient nés pour ça. En tout cas, peu importe, les philosophes qui disaient, d'ailleurs, par ailleurs, évidemment, des choses très intéressantes et très intelligentes, mais sur la démocratie, les philosophes avaient des comptes à régler. Platon aurait dû, normalement, s'il n'y avait pas eu la démocratie, Platon aurait dû être un des chefs de la cité. Et en fait, Platon a raté sa carrière politique à cause de la démocratie. Donc il avait une dent contre la démocratie. Donc il a dit du mal de la démocratie toute sa vie. Il avait un compte à régler. Il avait un compte à régler. Donc, méfiez-vous, en sachant ça simplement, en sachant cette circonstance que Platon avait des comptes à régler, ne prenez pas ce que vous dit Platon de la démocratie, ne le prenez pas pour argent comptant. Platon était un menteur à plein de sujets. Platon se fritait tous les jours avec Démocrite, qui était une autre star de l'époque. Ouais. Platon n'a jamais mis une ligne dans ce qu'il a écrit de Démocrite, le silence total. Donc Platon était capable de mentir au moins par omission. Donc il ne faut pas faire de Platon un dieu. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que les philosophes avaient pendant 200 ans très bien analysé la démocratie. C'est d'eux qu'on sait comment ça fonctionne essentiellement, parce que les Athéniens eux-mêmes n'écrivaient pas. C'est les philosophes qui nous ont expliqué la démocratie en disant c'est mal, qu'est-ce que c'est que ce régime dans lequel les pauvres gouvernent. Et après avoir bien étudié le système, les philosophes avaient parfaitement identifié le tirage au sort comme un rouage central et décisif, le rouage qui rendait possible la démocratie. Et après 200 ans, quand enfin une guerre arrive à nous débarrasser de ce régime, eh bien, je peux vous dire que les nantis, les voleurs de pouvoir, ils savaient très bien que s'il y avait une chose à éviter, c'était le tirage au sort. Voilà pourquoi on n'a pas de tirage au sort. Mais nous n'avons jamais eu le droit, le peuple n'a jamais eu le droit, jusqu'ici, jusqu'à Internet, n'a jamais eu le droit d'écrire. Nous avions le droit de lire avec l'imprimerie, mais Internet nous donne le droit d'écrire. Est-ce que c'est la même façon, ce que vous dites, pardon, est-ce que c'est la même façon qu'ils n'ont pas intérêt à ce que justement on comptabilise le vote blanc aujourd'hui? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un peu le même principe? Mais oui, mais là il y a... C'est pour ça qu'on ne comptabilise pas le vote blanc. Mais évidemment. Mais de toute façon, toutes les turpitudes que vous allez trouver dans nos anti-constitutions, qui ne sont pas des constitutions, nos constitutions, nos prétendues constitutions, qui devraient nous protéger contre les abus de pouvoir, qui devraient instituer la puissance populaire, qui devraient mettre des représentants à notre service. Ces prétendues constitutions qui, au contraire, programment notre impuissance et font de nos serviteurs nos maîtres, ces anti-constitutions, elles sont écrites par les élus eux-mêmes. Cherchez pas plus loin, la cause principale de notre impuissance politique et donc des injustices sociales. Parce que quand je vois tous mes... la cause, je finis ma phrase, la cause principale, c'est la mauvaise qualité du processus constituant. Les gens qui écrivent les constitutions partout dans le monde aujourd'hui, à toutes les époques, ne devraient pas les écrire. Ça ne devrait pas être les professionnels de la politique, ça ne devrait pas être des parlementaires, ça ne devrait pas être des ministres qui écrivent les constitutions. Ça devrait être n'importe qui d'autre. C'est pour ça que je parle d'assemblée constituante. N'importe qui d'autre qui aurait les compétences suffisantes. Mais il n'y a pas besoin de compétences. Arrêtez de renoncer à votre propre force. Il n'y a pas besoin d'être compétent pour écrire une constitution. N'importe qui comprend, au bout de quelques heures, quelques jours peut-être de discussion, pas plus, n'importe quel citoyen qui sait qu'il a à craindre des pouvoirs, va... dès qu'il va s'enquérir un peu de ce qui est possible, va découvrir que pour se protéger, lui, des pouvoirs, quand il va revenir à la vie normale, il faudra qu'il ait institué la séparation des pouvoirs, la reddition des comptes, les mandats courts, non renouvelables, les punitions, la révocabilité à tout moment, l'initiative populaire, et on y est presque. C'est-à-dire ça tient sur les doigts de deux mains, les grands principes qui nous protégeraient. Simplement, il faut que ceux qui écrivent les constitutions ne les écrivent pas pour eux-mêmes, sinon, s'ils ont un intérêt à ce que ce ne soit pas écrit, eh ben, c'est pas étonnant qu'ils ne les écrivent pas, les règles de la démocratie. Mais la démocratie n'adviendra que si nous faisons, nous, et faites attention à ce que je veux dire, je ne dis pas que c'est des crapules les gens qui écrivent les constitutions, je dis qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que dans cette occurrence-là, ils ne peuvent pas écrire une bonne constitution. Un peu comme un juge qui aurait à juger sa fille, c'est un très bon juge, mais au moment de juger sa fille, c'est pas possible. On peut pas être jugé parti. Mais oui, on peut pas être jugé parti. Le juge en question, on va le récuser, il n'y aura aucun déshonneur, mais c'est même lui-même qui va se récuser. Lui-même, pas pour son honneur, va se mettre à l'écart de cette affaire dans laquelle il aurait eu à juger sa fille, et puis il va ensuite reprendre le cours de ses affaires. Et bien les parlementaires, c'est pareil. L'honneur des parlementaires, ça devrait être de se mettre à l'écart du processus constituant en disant, mais je ne peux pas écrire des règles qui vont me contraindre et qui vont me limiter mes pouvoirs. Je ne suis pas capable de le faire. Je vais même être suspect de tricher. Donc des députés, des ministres, des hommes de parti même, même des candidats à l'élection qui seraient dignes de Robespierre, des gens qui seraient des purs, des gens qui seraient honnêtes, se mettraient eux-mêmes, comme le juge avec sa fille, se mettraient eux-mêmes à l'écart du processus constituant
pour qu'enfin on puisse mettre en place les règles que les hommes au pouvoir vont craindre. Il faut comprendre qu'une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs, ça sert à leur faire peur. Il faut que les pouvoirs aient peur de quelque chose. Ouais. Il faut pas que et c'est fou, nous sommes fous de laisser écrire les constitutions par les hommes au pouvoir eux-mêmes. Mais c'est notre faute. Ce que je vous dis, ça donne beaucoup d'espoir, parce que si c'était la faute des crapules, et les crapules ont tout pris, on serait mal, quoi. Hein. Mais c'est pas ça. La cause des causes, c'est-à-dire si vous remontez, qu'est-ce qui fait que les professionnels de la politique peuvent écrire les constitutions? C'est qu'on a laissé faire. Mais c'est que nous les laissons faire, exactement. Et c'est pour ça que je passe de conférence en conférence à expliquer. Je dis, nous avons le moyen de nous informer nous-mêmes, à la base, entre nous, entre gens normaux, des gens qui ne veulent pas le pouvoir. Nous avons le moyen de nous passer ce message simple. Ce qu'il nous faut pour tout changer, c'est un processus constituant désintéressé. Un processus constituant dans lequel nous qui ne voulons pas le pouvoir, nous interdisons aux professionnels de la politique de participer. Parce que nous savons que s'ils y participent, ils vont, par la force des choses, parce qu'ils sont en conflit d'intérêts, ils vont programmer notre impuissance politique. Thomas, peut-être une question. Non, on dit oui. Ça entraîne un changement radical au niveau politique. Oui, mais absolument, mais je suis radical. Mais nous devrions être radical. Même les administrations, enfin tout, la mentalité. Mais oui, mais j'exhorte les électeurs qui en ont marre de n'être que des électeurs, réduits à choisir leur maître, parmi des gens en plus qu'ils n'ont pas choisi. J'exhorte les électeurs qui aspirent à devenir autonomes, à s'autonomiser, à grandir, à devenir des citoyens. Je les exhorte à être radicaux, c'est-à-dire à chercher la racine. Mais avec comme quels disait, moyens ? mais je vais vous dire, comme Hérodote. Bah, tu dis les textes, comme il t'a dit, tu reprends les textes d'Athènes, tu regardes comment ça se Non, mais il y a une ou... procédure que je vais... Il y a une la mise en place, je sais pas. Je vais vous dire sur la mise en place. Combien de temps il nous reste Allez-y, mais il reste 5 minutes. Hérodote disait quelque chose de très important. Il disait, c'était un médecin, il disait chercher, et c'est un message pour toute l'humanité éternelle, hein, un message formidable. Il disait chercher la cause des causes. Ça veut dire, quand vous avez un problème, ne vous en prenez pas aux conséquences, ne vous en prenez même pas aux causes, ne vous en prenez même pas à la cause de la cause, cherchez la cause principale, la toute première cause. Remontez la chaîne des causalités, et si vous trouvez une cause déterminante, une qui détermine toutes les autres, vous allez avoir vous avez quasiment réglé votre problème, vous y êtes. C'est ça que nous devrions faire. Donc, moi je dis, je vois tous les copains politiques là qui sont des résistants depuis plus longtemps que moi, et qui en fait se bagarrent chacun sur son sujet. Celui-là se bagarre sur la catastrophe écologique, et fait tout ce qu'il peut pour que cesse la catastrophe écologique. Mais il est impuissant, il n'a pas de pouvoir, donc il ne change rien. Cet autre militant se bagarre contre la corruption. Il met toute son énergie sur la corruption. Je sais que j'ai pas de temps, alors je vais vite, donc je déparle, pardonnez-moi. Il met toute son énergie sur la corruption, mais il met son énergie sur des conséquences, et en plus il est impuissant politiquement, il l'oublie, il néglige de se préoccuper de la cause de son impuissance, etc. On a comme ça je dirais une vingtaine ou 25 têtes de chapitre de résistance sociale contre des injustices sociales. Tout à fait défendables. Je les partage, ces luttes sociales. Mais ce que je dis, c'est que toutes ces luttes sociales, toutes ces injustices sociales sont des conséquences. Des conséquences de quoi ? De notre impuissance politique. Si ces injustices ont lieu, c'est parce que... Non, pas du tout, c'est pas notre inaction. Il y a des gens qui sont pas du tout inactifs, qui se donnent un mal de chien, qui sont sur le pont sans arrêt pour dénoncer les désastres écologiques, les perfidies des multinationales sur plein de sujets. Non, on a plein de gens actifs. Le problème, c'est que ces gens actifs sont impuissants. Et c'est cette impuissance qui les rend, qui permet aux injustices sociales de perdurer. Alors moi je dis, tous ces résistants ont quelque chose en commun, qu'ils devraient voir. Ils devraient se rendre compte que s'ils prenaient le problème à la racine, leur problème, celui qui les a à la racine, c'est-à-dire la mauvaise qualité du processus constituant qui fait que toujours les professionnels de la politique programment notre impuissance politique. Si les différents résistants prenaient conscience, et c'est dans notre tête que ça se joue, c'est pas dans la tête des autres, donc, s'ils prenaient conscience qu'il y a une cause commune qui est la mauvaise qualité du processus constituant, et que donc nous rassemblerions, c'est-à-dire des gens qui sont pour l'instant ennemis, parce qu'il y a des progressistes, des antiprogressistes, il y a des écologistes qui sont les ennemis des progressistes, et qui se mangent le nez, alors qu'ils sont soumis à la même impuissance, ces gens-là seraient capables de fraterniser sur
une cause commune qui serait, il nous faut un processus constituant désintéressé, nous aurions à la fois des gens qui seraient plus unis et qui se battraient enfin sur la racine des problèmes, qui est le talon d'Achille de l'oligarchie, qui est ce faux suffrage universel dans cette fausse démocratie qui donne tout le temps, depuis 200 ans, le pouvoir aux riches, alors que pendant 200 ans à Athènes, 200 ans de tirage au sort, on donnait pendant 200 ans le pouvoir aux pauvres. Le talon d'Achille de l'oligarchie, c'est le faux suffrage universel. Il faut qu'on sorte de ce truc et qu'on arrive à réimaginer une vraie démocratie digne de ce nom, mais il faut qu'on remette tous les mots à l'endroit. Ouais. Alors, les citoyens, constitution, tous ces mots-là, il faut les remettre à l'endroit. Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que notre démocratie aujourd'hui? Il y a la Suisse qui bénéficie du référendum d'initiative populaire qui leur permet de résister. Pendant que nos parlementaires, l'année dernière, commençaient à détruire notre système de retraite et que nous n'avions rien pour résister, au même moment, la même année, les parlementaires suisses faisaient le même coup à leurs concitoyens suisses, mais les citoyens suisses, qui méritent plus le nom de citoyens, comme ils ont dans leurs institutions le référendum d'initiative populaire, eh bien, dans les semaines qui ont suivi, par référendum de leur propre initiative, qui permet de court-circuiter leurs élus. Ils ont dit, cette réforme, soi-disant, cette régression des retraites, il n'en est pas question, et le projet de loi est abrogé. Donc, c'est pas une démocratie, hein, la Suisse est une semi-démocratie. Mais ils le sont plus que nous. Ils le sont plus que nous. Ça nous donne une d'avocat quand même là-bas. C'est vrai que mais arrêtez de. Enfin, il reste une minute. Alors, arrêtez de conchier une solution parce qu'elle a des problèmes. Oui, c'est pas parfait. Mais c'est mieux que chez nous. Chez nous, nous sommes dans une tyrannie. Alors, c'est un peu mieux qu'une tyrannie parce qu'on a le droit de parler. Voilà, j'ai le droit de vous parler, mais j'ai le droit de vous parler parce que je ne change rien. Oui. Vous verrez que le jour où je pourrai changer quelque chose, on me massacrera. C'est ça la définition de tyrannie. Regardez l'histoire des hommes. Je vous conseille d'écouter Henri Guillemin. Henri Guillemin, historien, il faut, s'il y a quelque chose que vous devez garder cette soirée, renseignez-vous sur la démocratie en lisant Principe du gouvernement représentatif de Bernard Manin. Ça va vous transformer, ça va vous bouleverser. Il est dur à trouver, il faut le trouver en PDF, il faut absolument qu'on le republie. Oui. Et puis, écoutez les conférences de Guillemin. Guillemin qui va vous expliquer l'assassinat de la Révolution française, l'assassinat de la Révolution française par Bonaparte et Napoléon, puis il va vous expliquer la Commune, il va vous expliquer la Première Guerre mondiale, vous allez voir, c'est tout le temps les riches qui nous ont fait massacrer. Alors, Étienne, merci Étienne. On peut suivre ce débat tout à l'heure dans quelques minutes à Nice, brasserie Le Cuigny. C'est à 20h, le Café Citoyen de l'Arcadie. Et on se retrouve le vendredi 20 avril. Bientôt à tous. Merci Étienne, à bientôt. Merci à vous. Wow.